En fonction du niveau de décentralisation à l'œuvre dans un pays, les collectivités locales assurent traditionnellement une part importante de l'investissement public. En France, par exemple, près de 70% de l'investissement public est assuré par les régions, départements, communes et groupements de communes. Les collectivités locales ont généralement recours à l'emprunt pour le financement de leurs dépenses d'investissement. Elles constituent ainsi, pour le secteur financier, un portefeuille d'activités conséquent. Pour l'AFD, l'activité de prêt au secteur des collectivités locales d'outre-mer et dans les États étrangers est traditionnellement importante, avec un encours de prêt représentant 27% de l'encours non souverain du groupe à fin 2021. Or, les risques financiers climatiques, qu'ils soient physiques ou de transition, peuvent à terme affecter le cadre socio-économique du pays et du territoire d'implantation des collectivités locales, ainsi que leurs équilibres budgétaires et financiers. Dit autrement, s'ils ne sont pas correctement pris en compte, les risques financiers climatiques peuvent se traduire par une augmentation du risque de crédit porté par les établissements financiers, dont l'AFD, au titre de leur activité de financement des collectivités locales. Comment alors l'AFD, en tant qu'établissement financier, peut-elle identifier et mesurer les risques financiers climatiques portés par ces contreparties collectivités locales? Quels sont les éléments déterminants de l'analyse du risque de crédit des collectivités locales à prendre en compte pour identifier les risques physiques et les risques de transition? Dans un premier temps, nous reviendrons sur les fondamentaux de l'analyse crédit des collectivités locales, avant d'aborder, par des exemples, la matérialisation des risques financiers climatiques, physiques ou de transition. Il convient d'abord de rappeler quelques-uns des fondamentaux de l'analyse du risque de crédit appliqué aux collectivités locales. L'analyse prend en compte les spécificités de ce type d'acteurs, notamment en comparaison avec les entreprises ou les établissements financiers, qui sont abordés dans les autres vidéos de cette formation. Les collectivités locales sont des puissances publiques distinctes de l'État, qui exercent leurs compétences en complément de l'action de l'État, dans les pays où existe une démarche de décentralisation. À ce titre, les collectivités locales fournissent des services publics à une population sur un territoire défini, en fonction d'un champ de compétences déterminé. Elles ont ainsi la charge d'un certain nombre de services publics, se traduisant par des dépenses obligatoires, certaines en fonctionnement, d'autres en investissement. Elles perçoivent différents types de recettes, allant de transferts financiers de l'État central à de la fiscalité propre, assis sur leur territoire d'implantation. Il s'agit typiquement de la fiscalité locale sur les ménages, avec les taxes foncières et d'habitation, et sur les entreprises. L'analyse du risque de crédit d'une collectivité locale implique ainsi plusieurs étapes. Tout d'abord, la compréhension du cadre institutionnel dans lequel la collectivité exerce ses compétences et la nature des relations avec l'État central. C'est une étape indispensable car c'est le cadre institutionnel qui détermine la nature des dépenses et des recettes d'une collectivité, et donc le degré de prévisibilité de son équilibre budgétaire, et donc de sa capacité à honorer ses engagements financiers. Il s'agit aussi de juger de la qualité du cadre prudentiel auquel les collectivités sont soumises, comme notamment l'existence de règles d'équilibre budgétaire, d'un cadre comptable et financier ou l'existence d'autorités de contrôle financier indépendantes. Un cadre législatif et prudentiel développé aura naturellement tendance à davantage favoriser la prise en compte par les différents acteurs de l'impact financier du changement climatique. Autre étape de l'analyse du risque de crédit, la compréhension du cadre socio-économique dans lequel la collectivité évolue et qui peut déterminer en partie ses niveaux de recettes. Ainsi, un territoire dynamique sera davantage générateur de recettes fiscales qu'un territoire en reconversion et dont la population active se réduit d'année en année. Les caractéristiques socio-économiques ont également un impact en matière de demande de services publics, et donc de dépenses pour la collectivité. Un territoire dont la population est majoritairement active n'aura pas les mêmes besoins en services publics et prestations sociales qu'une collectivité dont la population est âgée ou bien très jeune. Autre étape importante de l'évaluation du risque de crédit d'une collectivité, la compréhension de la qualité de la gouvernance et de sa gestion. Un management prévoyant, disposant de fonctions avancées de contrôle et de reporting, sera plus à même d'anticiper des risques éventuels, tels que ceux induits par le changement climatique, et de mettre en place des mesures d'atténuation ou d'adaptation. La quatrième étape consiste à analyser la structure et la dynamique budgétaire. Du côté des dépenses, il s'agit d'apprécier leur degré de rigidité, ou au contraire d'ajustabilité, mais aussi leur nature contracyclique. Il est par exemple plus facile, en cas de stress budgétaire, de reprogrammer ou redimensionner des dépenses d'investissement que des dépenses de fonctionnement, comme le paiement des fournisseurs, des salariés ou le versement de prestations sociales. Du côté des recettes, est effectuée une analyse du panier de recettes,
de son degré de volatilité, sa nature plus ou moins procyclique, son degré de robustesse ou de prévisibilité et le pouvoir modificatoire dont dispose la collectivité. Par exemple, la capacité de modifier à la hausse des taux d'imposition peut permettre, dans une certaine mesure, de compenser d'éventuels chocs budgétaires. Une fois ces éléments appréhendés, on est en mesure de mieux apprécier la solvabilité de la collectivité à travers l'analyse financière proprement dite. Outre l'analyse de la performance budgétaire, cette étape inclut l'analyse de la situation d'endettement et de trésorerie de la collectivité, ainsi que les risques liés aux engagements hors bilan. Cette analyse est à la fois rétrospective et prospective, avec l'élaboration d'un ou plusieurs scénarios prospectifs qui doivent permettre d'apprécier la sensibilité de la capacité de remboursement de la dette en fonction d'un ou plusieurs paramètres. Nous allons à présent étudier l'impact des risques physiques sur les finances des collectivités locales. Pour rappel, le risque physique climatique dépend du degré de vulnérabilité d'un acteur lors de son exposition aux aléas climatiques. L'exposition aux aléas climatiques est déterminée par la localisation géographique de la collectivité en fonction des scénarios climatiques retenus à moyen et long terme. Il est ainsi possible de quantifier les types d'aléas climatiques tels que la montée du niveau de la mer, le stress hydrique, les cyclones, etc. selon leur probabilité. L'analyse de la vulnérabilité d'une collectivité se fait en 3 étapes. D'abord, on procède à l'identification des actifs et des compétences clés de la collectivité. Les actifs sont-ils exposés à un aléa climatique particulier ? Du fait de ces compétences, quel serait le degré d'implication de la collectivité en cas d'occurrence d'un aléa climatique ? Quel en serait l'effet sur ses équilibres financiers ? Par exemple, la destruction d'un actif peut avoir des impacts croisés sur la section de fonctionnement en cas d'interruption de l'activité économique, impactant la collecte de taxes et augmentant les besoins de prestations sociales. Elle peut aussi affecter la section d'investissement à travers une augmentation des dépenses d'investissement afin de réparer l'actif détruit ou combler un besoin de maintenance. Ensuite, l'identification de risques qui ne sont pas encore matérialisés peut conduire la collectivité à accroître son budget d'investissement à des fins d'adaptation au changement climatique, comme par exemple la mise en place d'un plan d'adaptation pour les bâtiments publics en zone côtière. Enfin, il s'agit d'évaluer quel serait le soutien de l'État en cas de matérialisation d'un risque ou de besoin d'investissement massif en matière d'adaptation au changement climatique. Nous allons illustrer cette analyse par l'exemple de la ville du Cap, en Afrique du Sud. La crise de l'eau qui a touché la ville du Cap en 2018 est un exemple particulièrement parlant de la traduction d'un aléa climatique en risque de crédit. Il s'agit d'un événement climatique qui a été suivi de près par les agences de notation et la communauté financière, en ce qu'il a été directement identifié comme pouvant affecter négativement le profil d'emprunteur de la ville. Pour comprendre cet exemple, revenons d'abord sur certaines caractéristiques structurelles du profil de crédit de la ville du Cap. Les grandes villes sud-africaines sont chargées, entre autres compétences, de l'approvisionnement et de la distribution de l'eau et de l'électricité sur leur territoire. La vente d'eau et d'électricité aux ménages et entreprises représente ainsi une part importante de leurs recettes de fonctionnement, ce qui les distingue des collectivités d'autres pays. Les produits de la vente d'eau représentent à eux seuls 10% des recettes de fonctionnement de la ville du Cap. La ville du Cap est la deuxième municipalité d'Afrique du Sud en termes de PIB et de population, avec 4,5 millions d'habitants, marquée par une croissance démographique rapide et, à l'image du pays, un niveau extrêmement élevé d'inégalité. Son économie est robuste et diversifiée. Second centre financier et port du pays, elle dispose également d'une activité dynamique dans les secteurs du tourisme, de l'industrie textile et du commerce, avec un tissu important de PME. La ville a un recours régulier au marché obligataire pour le financement de ses dépenses d'investissement. Elle fait ainsi appel à la notation financière auprès de l'agence Moody's, qui publie régulièrement des communiqués de presse et des rapports de notation à son sujet, en vue d'informer les investisseurs et les bailleurs sur la qualité de crédit de la ville. Ensuite, revenons sur l'événement climatique en lui-même. En janvier 2018, la région du Cap est confrontée, depuis plusieurs années, à une sécheresse inédite, avec pour effet une baisse du niveau des réserves d'eau à 26% de leur capacité, contre 90% 4 ans auparavant. Quel a été l'impact de cet événement climatique sur la perception des agences de notation et des investisseurs ? L'effet budgétaire de la sécheresse a été double. La sécheresse a nécessité en 2018 la mise en place par la ville d'un système de rationnement auprès des ménages et des entreprises, conduisant donc à réduire directement les recettes issues de la vente d'eau cette année-là. Du côté des dépenses, la crise a nécessité des dépenses exceptionnelles en matière d'approvisionnement en eau à court terme, ainsi que l'engagement de dépenses d'équipements nouvelles destinées à l'accroissement des capacités d'approvisionnement en eau de la ville à moyen et long terme.
Du fait de cet effet de ciseau budgétaire, induit par un événement climatique, la communauté financière a naturellement anticipé une potentielle réduction des marges d'autofinancement de la ville, et donc de couverture du service de la dette. Mais plus largement, le profil de crédit de la ville a également été affecté par, d'une part, l'impact sur la croissance économique du territoire, les secteurs du tourisme et de l'agriculture ayant été particulièrement touchés. Le risque de délocalisation vers d'autres régions du pays de plusieurs entreprises industrielles a alors été clairement évoqué. D'autre part, l'impact potentiel sur le tissu social, avec des conséquences en matière de santé, mais aussi d'ordre social, l'inégalité en matière d'accès à l'eau reflétant les inégalités socio-économiques qui rongent le territoire, dans un contexte de croissance démographique et donc d'augmentation constante de la demande en eau. Les conséquences d'un tel événement climatique sur la qualité de crédit d'une municipalité de premier plan sont ainsi multiples, affectant directement sa performance budgétaire et contraignant son programme d'investissement, mais aussi en affectant le contexte socio-économique dans lequel elle évolue. À l'instar des risques physiques, l'identification des canaux de transmission des risques de transition sur les budgets des collectivités nécessite le recours à l'analyse de la collectivité et de son cadre d'exercice au sens large. Les risques de transition peuvent ainsi, à terme, impacter le profil de crédit à plusieurs titres. Sur le plan des dépenses d'abord, via les efforts à fournir sur les actifs de la collectivité, comme par exemple en matière d'efficacité énergétique des bâtiments dont elle a la charge, par exemple écoles ou maisons de retraite, ou encore d'approvisionnement en énergie, comme sur les flottes de véhicules. L'impact est ici un alourdissement ou une plus forte rigidité des dépenses de fonctionnement et d'investissement de la collectivité. Ensuite, les risques de transition peuvent avoir un impact sur les recettes des collectivités, via le degré d'exposition budgétaire de la collectivité au risque de transition vers une économie bas carbone. Par exemple, si celle-ci perçoit une part importante de fiscalité assise sur la vente d'énergie carbonée, ou encore si la collectivité dépend d'une manière importante d'une fiscalité économique, dont le produit est concentré sur un nombre restreint de grands contribuables, constitués d'entreprises industrielles dont le business model peut être lui-même remis en cause par la transition vers une économie bas carbone. La transition peut alors potentiellement se traduire pour la collectivité par une perte de recettes. Un autre canal de transmission du risque de transition réside dans l'accompagnement des territoires dans la transition, afin de répondre à des besoins spécifiques des populations en matière de services et de dépenses publiques, comme par exemple en matière de formation professionnelle ou d'aide sociale. L'impact en termes de dépenses est alors plus diffus et moins immédiat que dans les cas précédents, mais il peut constituer une réelle contrainte en fonction des compétences dont la collectivité a la charge. D'ailleurs, un manque d'accompagnement du territoire dans la transition peut, au final, s'avérer plus néfaste encore, avec pour les territoires les plus vulnérables, tels que les territoires charbonniers, un déclin économique et démographique durable. Par certains aspects, la crise Covid peut être perçue comme un révélateur des faiblesses éventuelles des acteurs économiques face à la transition vers une économie bas carbone. La crise sanitaire a notamment occasionné, du fait des confinements successifs à travers le monde, une modification soudaine et profonde des comportements et usages en matière de transport, et donc de consommation de carburant. En cela, cette situation a pu révéler certains risques de transition sur les finances publiques locales, dans certaines géographies, comme par exemple en Jordanie. Les collectivités jordaniennes dépendent très largement des transferts financiers de l'État central jordanien, qui représentent entre 50 et 90% de leurs recettes de fonctionnement, soit une autonomie budgétaire très faible. Ces transferts sont eux-mêmes constitués à hauteur de 50% de recettes fiscales assises sur la consommation intérieure de produits pétroliers et à 40% de taxes sur les immatriculations de véhicules. Le montant des transferts de l'État jordanien vers les collectivités est directement dépendant du produit perçu au titre de ces taxes. Toute hausse ou toute baisse du produit perçu est répercutée sur les montants transférés aux collectivités, sans qu'il ne soit prévu de mécanisme de compensation en cas de baisse. L'État notifie et avance les sommes en début d'année. Les collectivités calibrent leur budget annuel sur cette base. En 2020, avec l'éclatement de la crise sanitaire et le confinement qui l'a suivi, le montant perçu par l'État au titre de la taxe sur les carburants a été 50% inférieur aux estimations. Les transferts aux collectivités ont dû être réduits en conséquence, ce qui a représenté dans certains cas un véritable choc budgétaire. Compte tenu du fait que les sommes avaient été avancées en début d'année, avant le déclenchement de la crise, plutôt qu'exiger un remboursement du montant correspondant à la perte de produit fiscal, il a été décidé de convertir ce montant en dette des collectivités auprès de l'État. Les collectivités jordaniennes se retrouvent ainsi avec un engagement financier lourd auprès de leur État, qui va grever pour de nombreuses années leur solvabilité. En conclusion, on retiendra
qu'en tant que puissance publique, exerçant un certain nombre de compétences indispensables à leur population, intimement liées à leur territoire d'implantation et disposant de budgets et d'actifs plus ou moins sensibles aux risques climatiques, les collectivités locales sont concernées par les risques financiers et climatiques à plusieurs titres. En fonction des cas, leur trajectoire financière peut être durablement affectée, à la fois par l'occurrence de risques physiques mais aussi par les risques de transition. Il est indispensable que l'AFD, en tant qu'établissement financier, identifie l'impact potentiel de la matérialisation de ces risques sur son portefeuille de prêts. Cela passe notamment par l'intégration de diligences spécifiques au cours des instructions de prêts aux collectivités, menées par les équipes projets au cours des missions d'instruction.